Les responsables au sein de la Central Intelligence Agency, en cette fin des années 1940, sont animés par un sentiment d'urgence lorsqu'ils considèrent la possibilité que le bloc soviétique ait déjà franchi d'importantes étapes dans la mise au point de drogues dites de vérité et dans l'élaboration de techniques d'interrogatoire capables de faire parler n'importe qui. Ils entendent des rumeurs, reçoivent des rapports fragmentaires, observent la situation de loin et redoutent de se retrouver en retard dans ce qui pourrait devenir un nouveau champ de bataille clandestin loin du front traditionnel. Les risques d'infiltration, la concurrence des grandes puissances et la crainte qu'un ennemi potentiel ne développe d'avance des méthodes plus performantes poussent la CIA à imaginer des solutions défensives, mais aussi à ouvrir la porte à des tactiques plus offensives. Dans cet état d'esprit, les responsables de la sécurité, soucieux de protéger leurs agents et d'examiner toutes les pistes, évaluent s'il est possible de placer un individu dans un état de vulnérabilité psychologique ou physiologique tel qu'il révélerait, consciemment ou non, des renseignements critiques. Ils évoluent au milieu d'un climat paranoïaque, où chaque information suggère que l'autre camp pourrait déjà disposer de méthodes capables de détruire toute résistance mentale. L'agence, nouvellement créée en 1947, est encore en train de définir son champ d'action et ses moyens d'investigation. À mesure que la guerre froide se durcit, ses responsables perçoivent la nécessité de comprendre comment soutenir leurs agents face à un éventuel interrogatoire, tout en envisageant la possibilité de retourner ces techniques contre des cibles jugées hostiles. Les expérimentations, longtemps fragmentées, se concentrent progressivement dans des projets plus structurés, gérés par des départements ayant l'approbation tacite des plus hauts niveaux de l'organigramme. Dès 1949, au sein de l'Office of Security, une petite équipe entreprend de premiers essais pour analyser l'effet de certaines drogues sur la volonté et la mémoire, tout en considérant l'option de l'hypnose. Cette équipe se réunit dans des locaux officiels et travaille sous une couverture maximale, craignant que la révélation de ses recherches ne crée un scandale ou ne donne un avantage à l'Union soviétique. Les responsables pensent que quelques produits chimiques spécifiques, administrés à faible dose ou dans certaines conditions, pourraient empêcher un sujet de mentir ou de résister aux questions. D'après nsarchive2.gwu.edu, ce programme d'expérimentation reçoit un nom de code dès ses débuts, Bluebird. Les documents de l'époque, souvent classifiés, indiquent que la CIA cherche non seulement à tester des substances connues pour leurs propriétés psychoactives, mais aussi à développer des conditions favorables pour obtenir la coopération involontaire d'une cible. Les premiers mémos évoquent des substances pouvant altérer la perception du temps, perturber le jugement ou renforcer la suggestibilité. Les responsables s'intéressent également à la perspective de détruire, chez un individu formé, les méthodes classiques de protection de l'information. Dans cet esprit, ils se demandent s'il est possible de plonger une personne dans un état second, d'exploiter les failles de sa mémoire ou de le manipuler au point de lui faire oublier ses actes. Peu d'informations sur ces recherches circulent en dehors du cercle très restreint de la cellule Bluebird, mais ceux qui y participent semblent guidés par la conviction que l'avenir du renseignement passera par une domination sur l'esprit humain. À ce stade, personne ne parle ouvertement de manipulation d'échelle massive, mais l'ambition de tenir un esprit, d'influencer un comportement et de rendre un interrogatoire plus productif est déjà bien présente. En 1950, Bluebird reçoit une approbation officielle qui étend la portée des travaux. Selon un document consultable sur intelligence.senat.gov, les objectifs clairement énoncés par la CIA incluent la protection des personnels de l'agence contre l'extraction forcée d'informations par l'ennemi, ce qui sous-entend déjà des procédures de contre-interrogatoire et de techniques pour aider à résister aux pressions. Mais d'autres axes apparaissent. La possibilité de contrôler un individu grâce à des méthodes qualifiées de spéciales, l'optimisation de la mémoire pour forcer le rappel d'éléments souhaités, ou encore la garantie d'une défense contre un éventuel contrôle hostile provenant de puissances adverses. Toutes ces préoccupations se reflètent dans la frénésie de recherche, menée en parallèle par quelques scientifiques internes et parfois par des consultants extérieurs, chargés de tester certaines drogues dans un laboratoire confidentiel. Les communications internes soulignent que la menace soviétique est considérée comme urgente. On craint des agents dormants, des transfuges qui pourraient être reconditionnés, ou des espions américains capturés et retournés.
De fait, la hiérarchie de la CIA se montre sensible à toutes les requêtes permettant de développer de nouveaux procédés pour sécuriser les employés, tout en évaluant le potentiel d'une utilisation plus intrusive sur des sujets ennemis. Les premières notes parlent d'expériences sur des volontaires, parfois sans grande supervision médicale, ou du moins avec une supervision limitée. Les dirigeants estiment qu'il faut aller vite, car chaque mois qui passe pourrait être un avantage pour l'adversaire. Dans cette atmosphère, tout paraît possible, pourvu que l'on parvienne à justifier l'intérêt national de ces recherches. Les précautions éthiques restent relativement minces, avec l'idée que la fin justifie les moyens si cela épargne des vies américaines ou procure un avantage stratégique. Après plusieurs mois de tâtonnement, l'équipe de Bluebird commence à mettre en place une forme de méthodologie, ce qui signifie concrètement des combinaisons de drogues, de mise en condition et parfois d'hypnose. Les rapports internes notent que certaines sessions se déroulent avec un sujet placé dans un environnement sécuritaire, sous observation. Le personnel cherche la bonne dose chimique et la bonne approche verbale. L'agence cherche à comprendre jusqu'où il est possible de pousser la suggestibilité d'une personne. Par exemple, un individu normalement équilibré peut-il, sous l'effet d'une combinaison de barbiturique, d'hypnose légère et de pression psychologique, livrer rapidement des informations qu'il révélerait difficilement en temps normal. Certains participants se penchent aussi sur l'idée d'implanter un souvenir artificiel ou de supprimer le souvenir d'une séance particulière. Rien ne prouve, à ce moment, qu'ils parviennent à des résultats concluants, mais l'idée d'avoir un programme dédié, financé pour explorer ces pistes, constitue un bond en avant notable pour la jeune CIA. Les acteurs politiques en place ne s'opposent guère à ces orientations, considérant la guerre froide comme un impératif de sécurité nationale. Les rares sceptiques qui s'interrogent sur l'efficacité réelle de ces drogues de vérité se heurtent à l'enthousiasme général, tant l'obsession d'anticiper les avancées soviétiques domine. Les craintes d'espionnage, les affaires de taupe et la montée de la tension en Corée nourrissent cette volonté de tout tenter pour sécuriser la position américaine. Sous la pression, l'agence continue de consolider Bluebird et de débloquer des fonds pour intensifier les travaux. En août 1951, un changement de nom intervient. Bluebird devient Artichoke. Selon Intelligence Senate Gov, ce renommage n'est pas seulement cosmétique. Il marque la volonté explicite de structurer davantage le programme et de le rendre plus flexible. Dorénavant, Artichoke inclut non seulement des expérimentations internes, menées en partie dans des locaux de l'agence, mais aussi des interrogatoires conduits à l'étranger, dans le cadre d'opérations restées longtemps classifiées. Certains officiers expliquent que l'évolution du nom reflète une expansion des ambitions du projet. À mesure que l'équipe grandit, on introduit de nouveaux experts en chimie, en psychologie et en psychiatrie, susceptibles d'apporter des idées inédites sur la manipulation mentale et la résistance à l'interrogatoire. L'évolution de Bluebird en Artichoke implique plus de moyens, plus de sujets d'études et plus de possibilités d'application. Les documents internes indiquent que l'agence commence à envisager des scénarios concrets où un individu retenu, dans des conditions contrôlées, pourrait être soumis à diverses méthodes d'interrogatoire, depuis les produits chimiques jusqu'à l'hypnose profonde. À ce stade, même si tout se déroule dans le plus grand secret, certains officiers sur le terrain ou dans les ambassades américaines à l'étranger entendent des rumeurs sur l'existence de ce projet hors norme. Les responsables de la section sécurité se montrent discrets, mais n'hésitent pas à envoyer des équipes là où la situation l'exige, dans l'espoir de tester l'efficacité des techniques sur des personnes considérées comme hostiles ou potentiellement hostiles. Cette évolution se traduit par un accroissement sensible du nombre d'expérimentations et par la mise en place de procédures destinées à collecter un maximum d'informations sur l'état psychologique des sujets avant, pendant et après les séances. Les responsables cherchent à mesurer la fiabilité des témoignages recueillis, la pertinence des drogues et la capacité de reproduction des résultats. Ils prennent simultanément des précautions pour que les grandes lignes de ces opérations ne s'ébruitent pas, en limitant la diffusion des comptes rendus et en disséminant les rapports dans des endroits distincts. Les archives montrent qu'avec Artichoke,
La CIA ne se limite plus aux seuls tests de laboratoire ou aux exercices sur des volontaires formellement recrutés. Certains critères de sélection sont mis en place pour dénicher des individus considérés comme plus représentatifs d'une cible potentielle. Par exemple, des personnes ayant des contacts internationaux, des profils prétendument difficiles à briser lors d'un interrogatoire, ou des sujets susceptibles de détenir des informations cruciales pour la sécurité nationale. L'agence entend alors découvrir comment percer les défenses psychologiques de ces individus. Même si les documents accessibles au public restent lacunaires, il suggère que la notion de consentement ou d'information préalable du sujet n'est pas toujours respectée. Les responsables préfèrent prendre des précautions formelles pour protéger la confidentialité de l'opération plutôt que de scruter les considérations éthiques. Selon nsarchive2.jwu.edu, les grandes figures de la CIA se montrent convaincus que les Soviétiques, ou peut-être les Chinois, ont déjà déployé des techniques similaires pour consolider leur espionnage. La machine bureaucratique ayant ses propres logiques, on constate un accroissement de la paperasse qui accompagne chaque étape, des rapports de mission, des mémos classifiés, des instructions adressées aux agents opérant hors des États-Unis. Dans ces documents, on retrouve la même obsession, maintenir l'avance sur toute forme d'ingénierie mentale que l'adversaire pourrait développer. En observant le développement du projet, on constate que, dès la formalisation de Bluebird en 1950 et jusqu'au changement de dénomination en 1951, la CIA se dote d'une véritable structure de coordination. Les chefs de section créent des canaux de communication internes pour consigner les comptes rendus d'expérience, partager les listes de faits saillants et diffuser les directives sur les priorités de recherche. Les activités du projet bénéficient d'un soutien budgétaire qui, même modeste, n'a rien à voir avec celui d'autres programmes scientifiques classiques. On exige un grand secret, ce qui justifie toutes sortes de dépenses souterraines, souvent justifiées par des lignes comptables cryptiques. La hiérarchie fait de la sécurité un objet d'obsession, craignant que l'existence de ce chantier ne soit révélée publiquement. Les emplacements où se tiennent les essais sont divers et parfois très discrets, allant d'installations militaires éloignées jusqu'à des sites incognito en zone urbaine. Les volontaires internes, surtout au début, ne soupçonnent pas forcément l'ampleur du projet, car on leur parle souvent d'études sur la fatigue ou sur la résistance au stress. Les responsables assurent être dans leur rôle de protecteurs de la nation, convaincus que ces procédés, s'ils aboutissent, feront la différence dans des interrogatoires critiques. À l'été 1951, au moment même où le nouveau nom Artichoke est validé, certains documents indiquent que la CIA réfléchit déjà à étendre le champ d'action des expériences. On envisage ainsi d'envoyer des officiers dédiés dans des pays alliés ou dans certaines bases américaines à l'étranger, afin d'y réaliser des tests sur des individus suspects. L'argument avancé est que l'efficacité de ces méthodes doit être évaluée dans des conditions qui se rapprochent d'un environnement opérationnel réel. Les conseillers juridiques de la CIA n'interviennent guère pour tempérer ces ambitions, car la priorité va à la lutte idéologique entre les blocs Est et Ouest. Les éléments conservés dans les archives de nsarchive2.wuu.edu montrent des notes parfois évasives, voire codées, décrivant des discussions internes sur la manière de mener ces expérimentations hors du territoire américain. Les formulations emploient souvent des initiales, des numéros de dossier et des expressions telles que « opportunité d'interrogatoire spécialisé » au lieu de parler explicitement de drogue ou d'hypnose. Les individus qui orchestrent le programme estiment primordial de cloisonner les informations afin que chaque participant n'ait accès qu'à la partie qu'il doit connaître. Dans ce jeu, le nouveau nom Artichoke sert aussi à compartimenter les opérations. Il s'agit d'une appellation suffisamment anodine pour éviter de trop éveiller la curiosité, alors que Bluebird, déjà employé depuis quelque temps, risque de s'être un peu trop fait connaître dans certains cercles fermés. La montée en puissance des Special Interrogations commence à se préciser dès 1951, quand les équipes au sein de l'agence identifient plusieurs techniques potentiellement utiles pour obtenir des informations sensibles. Le terme recouvre un éventail de méthodes qui se dégagent peu à peu dans les documents de l'époque. D'abord, il y a l'utilisation de drogues et de produits chimiques, susceptibles de rendre un individu plus vulnérable lors d'un interrogatoire ou, selon certaines hypothèses, de favoriser une sorte d'amnésie partielle après l'entretien.
Les rapports d'archives évoquent aussi la possibilité de modifier les perceptions et le comportement en agissant directement sur le système nerveux, ce qui incite des chercheurs internes à l'agence à explorer des substances expérimentales pour mesurer leurs effets sur le psychisme. Au fil des notes et mémos, il apparaît que cette approche s'accompagne de tests sur différentes molécules, comme si le potentiel de chaque substance devait être évalué indépendamment avant d'envisager un usage opérationnel plus systématique. La deuxième méthode importante est la pratique de l'hypnose, considérée comme un outil psychologique capable de contourner certaines défenses mentales. Les dossiers expliquent que les agents s'intéressent à la possibilité d'amener une cible dans un état de suggestibilité maximale, puis de lui soutirer des halos d'éléments de connaissance enfouis, ou au contraire, de lui implanter des réflexes ou des réponses conditionnées. Enfin, il existe une forme de contrainte psychologique plus subtile, l'isolement total, aussi désigné comme total isolation, qui repose sur la privation de tout contact social, de repères temporels et de stimulation sensorielle, de façon à fragiliser l'esprit de la personne visée. Cette isolation prolongée, envisagée à titre expérimental, se présente dans les documents comme un outil de harcèlement psychologique, probablement destiné à épuiser les ressources mentales d'un individu pour mieux le forcer à collaborer. À ce stade, ces méthodes sont encore décrites de façon plutôt théorique, même si des expériences préliminaires sont déjà engagées au sein des bureaux compétents. En 1952, un tournant se produit dans l'organigramme interne. Jusqu'alors, l'Office of Scientific Intelligence, généralement identifié sous l'acronyme OSI, joue un rôle central dans le suivi de ces recherches et dans l'élaboration de protocoles expérimentaux. L'OSI se définit comme un service orienté vers l'analyse scientifique, théorique et documentaire, dont les équipes abordent ces sujets avant tout sous l'angle de la faisabilité et de la connaissance pure. Cependant, à partir de cette année 1952, la responsabilité globale de ce qui est maintenant qualifié de Special Interrogation Methods est transférée à l'Inspection and Security Office, ou IEDSO. Ce bureau, ancêtre de l'actuel Office of Security, se consacre davantage à la protection interne de l'agence et à la sécurité de ses opérations. Dans les mémos de l'époque, on note que l'IEDSO reçoit la mission de coordonner les efforts, d'établir des directives claires et de recourir aux personnels médicaux et techniques au besoin. Cette formule, récurrente dans la documentation, signifie que les médecins, psychiatres et techniciens sont mobilisés quand la situation l'exige, mais qu'en dernier ressort, la planification et l'exécution appartiennent à la sphère sécuritaire. Ce glissement d'un service essentiellement analytique vers une division orientée sur la sécurité et l'efficacité opérationnelle reflète une volonté de concrétiser les études menées jusque-là. L'idée n'est plus seulement de regarder si tel ou tel produit chimique a un impact sur la mémoire, mais de déterminer comment l'exploiter pour une interrogation, comment limiter les risques pour l'agence et comment employer ces techniques dans un contexte réel. Les documents cités précisent que cette réorganisation crée un cadre plus propice à la dimension défensive et offensive des Special Interrogation Techniques. Déjouer les tentatives étrangères d'extorquer des informations à un agent capturé constitue un objectif prioritaire. Mais les responsables ne se privent pas d'envisager également un usage actif de ces méthodes envers des individus jugés sensibles ou potentiellement hostiles. La transition vers un mode opératoire plus abouti se perçoit dans l'abondance des rapports décrivant des sessions expérimentales, y compris dans le domaine de l'hypnose. Les archives indiquent qu'entre 1951 et 1953, une grande quantité de tests ont lieu dans des locaux de l'agence et qu'un certain nombre de ces expériences se déroulent sur les employés volontaires. Les sources évoquent plusieurs centaines de séances, un volume élevé qui montre un engouement notable pour cette technique. Dans l'esprit de ceux qui la manient, l'hypnose ne se limite pas à un état de transe où l'individu perdrait simplement conscience. Elle ouvre la voie à des tentatives de programmer une personne, de la faire se comporter d'une façon spécifique ou de créer, chez elle, une forme de souvenir artificiel. Les documents parlent même de narco-hypnose lorsqu'on associe l'hypnose à l'administration simultanée de certaines substances, augmentant potentiellement la suggestibilité du sujet. Les employés participant au test sont censés avoir donné leur accord,
mais il reste peu de précision sur la manière dont ils sont informés des risques et des enjeux réels de ces expériences. Dans cette période, l'agence cherche à détailler chaque paramètre. La durée de la transe, la facilité de passage d'un état conscient à un état hypnotique, ou encore la résistance présentée par différents individus. L'objectif avoué consiste à disposer d'un outil fiable, documenté, qu'on pourrait employer aussi bien pour extraire des informations jugées vitales que pour protéger des secrets, en effaçant le souvenir de certaines activités dans l'esprit d'un agent. Parallèlement, l'idée d'amplifier la pression psychologique par l'isolement total commence à prendre forme. Un mémo du 21 mars 1955 présente « Total Isolation » comme un moyen potentiel de pousser un individu à la rupture sans recourir à la violence physique directe. Les partisans de ce procédé arguent qu'un sujet maintenu dans une salle dépourvue de lumière naturelle, privé de contact humain, sans la moindre interaction, peut rapidement s'enfermer dans une détresse psychique propice à la manipulation. Les archives du 16 mars 1955 mentionnent une série d'expériences conduites sur 6 volontaires militaires, lors desquelles on observe des signes marqués d'anxiété, de désorientation et, dans certains cas, de dégradation de la lucidité. Aucun document disponible ne prouve que cet isolement total ait été déployé dans une opération concrète à l'étranger. Mais le simple fait que les mémos abordent cette méthode en détail suggère un intérêt réel pour son utilisation sur le terrain. Il est souvent question de la difficulté de gérer les conséquences médicales et psychologiques sur le long terme. Faute de certitude, les dossiers n'indiquent pas que la technique ait été pratiquée à grande échelle, mais ils témoignent d'une curiosité des services de sécurité quant à l'efficacité de telles conditions extrêmes pour briser les résistances au moment d'un interrogatoire. De multiples flashs d'opérations apparaissent dans les fichiers désormais accessibles, bien que nombre de ces documents soient partiellement censurés. En 1954, on trouve la trace d'une équipe Artichoke qui mène des interrogatoires sous l'effet de produits non spécifiés. Un mémo daté du 13 janvier 1955 décrit l'emploi de solution numéro 1 et solution numéro 2 sans davantage de précision. La note évoque une straight drug technique, c'est-à-dire une méthode qui ne combine pas les produits à l'hypnose ou à d'autres procédés suggestifs. Cette mention brève s'inscrit dans une suite d'opérations décrites de manière éparse, ce qui laisse penser que plusieurs interventions ont lieu, souvent sans détail sur l'issue ni sur l'état des sujets interrogés. Sur le même principe, un document daté du 20 janvier 1959 énonce une demande explicite. Mettre en œuvre une P1 interrogation, expression qui semble ici se référer à l'utilisation du LSD. L'approbation, signée le 27 janvier 1959. Mais le dossier ne contient aucune information sur la mise en pratique ou le résultat final de cette interrogation. Auparavant, en juin 1952, une autre équipe Artichoke est dépêchée pour conduire des interrogatoires. Mais là encore, le mémo disponible n'expose pas les méthodes utilisées ni l'issue des entretiens. Cette absence de précision peut résulter d'une volonté de maintenir le secret dans les rapports officiels ou peut-être d'une absence de suivi détaillé au sein des archives conservées. Toujours est-il que ces bribes confirment l'existence d'opérations réelles, recourant à des techniques qui dépassent les simples essais de laboratoire. La cohérence de ces Special Interrogations repose en grande partie sur l'existence d'un réseau d'acteurs internes qui se réunissent de façon régulière pour échanger des informations et planifier la suite. Selon les documents, des représentants des unités impliquées se retrouvent pratiquement tous les mois. Ils discutent des progrès scientifiques, comparent les comptes rendus d'expériences menées aux États-Unis et décident de l'opportunité d'appliquer ces techniques à l'étranger en fonction des priorités de renseignement du moment. Chacune de ces réunions est une occasion de valider de nouveaux protocoles, de choisir une substance prometteuse à tester en conditions réelles ou de sélectionner les personnes les plus compétentes pour partir sur le terrain. Les rapports indiquent que ce noyau regroupe à la fois des responsables du domaine de la sécurité, des experts médicaux, des spécialistes de l'hypnose et des ingénieurs chimistes. Tous collaborent pour évaluer l'efficacité et les risques liés à chaque approche. Les mémos ne disent pas toujours qui prend la décision finale, mais il ressort clairement que l'ISO orchestre ces échanges et répartit les responsabilités. À mesure que les années avancent, certains participants acquièrent une expertise considérable dans l'usage détourné de substances pharmacologiques ou dans la pratique de l'hypnose, de sorte que leurs avis prennent plus de poids dans les négociations internes. Dans les coulisses, ce basculement vers la pratique opérationnelle
soulèvent des inquiétudes d'ordre éthique et médical. Les rapports ne font pas état de discussions approfondies sur ces aspects, mais ils laissent transparaître des réticences ou des questionnements épars, notamment de la part de certains médecins consultés. Néanmoins, la dynamique d'ensemble privilégie l'objectif de sécurité nationale et de défense des intérêts supérieurs, expression récurrente qui semble justifier la poursuite et le perfectionnement de techniques pourtant controversées. L'entêtement à explorer l'hypnose en particulier se perçoit dans la mise en place, au sein de plusieurs bâtiments de l'agence, d'ateliers où l'on multiplia les essais de mise en transe, de réveil, de suggestions post-hypnotiques et parfois de tentatives d'implanter des ordres à exécuter ultérieurement. En parallèle, il se développe une recherche systématique sur divers composés chimiques. Les équipes changent la posologie, comparent les effets d'une injection intraveineuse à ceux d'une administration orale et testent différents cocktails. Certains produits obtiennent plus d'attention, comme le LSD, qui commence à faire l'objet d'examens spécifiques. Le recoupement des documents signale néanmoins que la dispersion de ces recherches, entre plusieurs services et sous-projets parallèles, rend parfois difficile la centralisation des résultats. Cette période est marquée par un bouillonnement d'initiatives plus ou moins coordonnées, alimentées par la crainte constante de voir le bloc soviétique ou d'autres puissances développer des méthodes similaires ou même plus avancées. En novembre 1953, un événement remarquable retient soudain l'attention des responsables qui examinent, plus de 2 décennies plus tard, l'ensemble des dossiers liés aux expérimentations menées par l'agence. À ce moment précis, tout tourne autour de l'usage du LSD, une substance psychoactive découverte en 1938 par le chimiste suisse Albert Hofmann et qui fait l'objet d'un intérêt grandissant pour ses effets sur la conscience. Dans les papiers étudiés en 1975, les enquêteurs découvrent qu'en ce mois de novembre 1953, plusieurs personnes reçoivent, à leur insu, des doses de LSD, ce qui suscite immédiatement un vif émoi en interne. Les documents désignent notamment Frank Olson, un civil employé par le Department of the Army, qui se retrouve concerné par ces tests sans le savoir. L'information la plus troublante, et qui bouleverse aujourd'hui les observateurs, concerne le destin tragique de cet homme. Dans les jours qui suivent l'administration de la substance, il est confié aux soins d'un psychiatre, puis il trouve la mort en chutant par la fenêtre d'une chambre d'hôtel à New York. Les quelques éléments de langage officiel décrivent la scène comme un suicide apparent, mais les discussions rétrospectives s'interrogent sur ce qui se joue réellement à ce moment-là. Olson décède alors que le programme se trouve en pleine mutation, et sa disparition, reliée à l'usage du LSD, suscite autant d'incertitudes que de silences administratifs. On voit dans les dossiers de 1975 qu'il spécifie le statut de Frank Olson en tant que civil travaillant pour l'armée, insiste sur la mention d'une ingestion de LSD non souhaitée et souligne les circonstances dramatiques de sa mort, sans que les pièces déclassifiées ne contiennent de preuves définitives pour conclure à un acte volontaire ou à une situation provoquée. La nouvelle de cet incident parcourt rapidement les échelons de la hiérarchie et débouche aussitôt sur une réaction administrative. Le 1er décembre 1953, un mémo officiel circule au sein de l'organisation et demande la mise sous scellé de tous les stocks de LSD, autrement dit un impoundment, qui place la totalité du matériel relié à cette substance hors de portée de tout usage improvisé. Les responsables expliquent dans ce document vouloir éviter qu'un tel incident ne se reproduise et, d'après les notes, il semble que la hiérarchie considère l'administration de LSD à ces individus comme un excès non approuvé par les services de sécurité ou les services médicaux. Les quelques extraits disponibles évoquent un climat d'urgence. On cherche à verrouiller toute expérimentation non autorisée, on tente de limiter les risques de fuite vers la presse ou d'éventuelles polémiques, et on réclame que chaque unité impliquée justifie précisément l'usage de substances chimiques dans ses programmes d'interrogation ou de recherche. Pourtant, malgré ces instructions fermes, l'historien qui se penche aujourd'hui sur ces mémos peut suspecter l'existence de mesures plus discrètes qui échappent alors à la simple mise sous scellé. Le LSD circule déjà dans certaines divisions et l'idée de contrôler l'esprit par des moyens pharmacologiques n'est pas abandonnée, même si elle se trouve momentanément freinée par cet événement retentissant. Lorsque l'on observe la documentation produite après l'automne 1953, le manque d'informations officielles saute aux yeux. Les archives deviennent incomplètes, éparses, comme si une forme de discrétion accrue entoure les activités. Le rapport sénatorial de référence, étudié bien plus tard, rappelle que l'on a peu d'éléments tangibles sur le devenir exact du projet Artichoke passé cette date.
La version défendue par la CIA présente l'année 1956 comme celle de l'arrêt officiel du programme. Du point de vue administratif, la CIA affirme en effet que, dès 1956, tout ce qui relève d'artichoke est reclassé, suspendu ou placé sous le coup d'autres procédures, ce qui suggère un démantèlement ou un transfert vers une nouvelle structure. Cependant, la même source mentionne qu'au sein des équipes de sécurité et des services médicaux, l'emploi de techniques qualifiées de Special Interrogation ne disparaît pas du jour au lendemain. Certains indices laissent penser que l'expertise accumulée ne se volatilise pas et que des médecins, des officiers de sécurité ou des conseillers scientifiques continuent d'explorer des méthodes similaires. On entre alors dans une zone grise, puisque les documents déclassifiés sont parcellaires. On voit quelques acronymes, quelques notes d'opération, mais rien qui explicite dans le détail la nature exacte des procédures, ni l'ampleur des expérimentations qui se déroulent dans l'ombre.